Comment ça se passe dans mon studio? Je réalise des prises de vue. Les gens viennent réaliser leurs séances photos. Ils repartent chez eux. Pendant ce temps-là, moi, je retouche les photos et je les fais revenir à une séance de visionnage. Donc, les gens s'assoient comme au cinéma et je projette les photos que j'ai réalisées en diaporama, donc sur grand écran, avec une musique choisie. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Libre et Photographe. Et oui, après 2 ans d'absence, même plus de 2 ans d'absence, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour reprendre ce chemin ensemble vers la reconversion dans la photographie. Ce podcast, je vous le rappelle, est là pour vous accompagner, vous aider à passer le cap et à vous lancer sereinement dans une nouvelle carrière, une carrière de photographe. Un petit rappel pour celles et ceux qui auraient découvert mon podcast après le dernier épisode, eh bien, Libre et Photographe vous propose 2 formats. Le premier, ce sont les interviews où l'on découvre ensemble le parcours d'une photographe, son expérience, qui ont franchi le pas de la professionnalisation. Et puis, un deuxième format où là, je serai tout seul à la barre et je vous proposerai une leçon, une courte leçon, courte mais efficace, où je partagerai des conseils concrets de photographe pro pour avancer dans votre projet de reconversion. Et puis, si vous ne savez pas encore, je m'appelle Régis Moscardini, je suis coach business, marketing et aussi photographe. Et depuis 2013, année où j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai démissionné de mon poste de prof des écoles et je vis à 100% de ma passion. Et mon objectif ici est clair, c'est vous transmettre les clés pour créer votre propre métier de photographe et en vivre pleinement. Voilà, je suis très content de relancer ces épisodes-là. Vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi et j'espère que vous aussi, vous m'avez manqué et je sais aussi que je vous ai manqué parce que je recevais régulièrement des messages qui me demandaient « Régis, quand est-ce que tu reprends les épisodes ?» Voilà, c'est chose faite. Alors aujourd'hui, on démarre avec un invité super passionnant qui est Mathieu Mangui, créateur de MatPix Studio, photographe spécialisé en portrait et aussi en reportage d'entreprise. Mathieu a su bâtir une identité forte et son travail est accessible sur son site internet matpix.fr et son Instagram aussi, MatPix Studio. Vous retrouvez tout ça évidemment dans la description du podcast. Vous verrez, il va nous partager son parcours de photographe, mais aussi toutes ses expériences, c'est ce qu'on appelle en anglais, ses insights, ses super conseils pour tous ceux qui rêvent, qui ont envie, c'est pas qu'un rêve, parce que c'est réalisable en fait, mais tous ceux qui ont envie de faire comme lui, de faire comme moi, de sauter le pas, de se lancer dans une carrière de photographe. Avant de plonger dans cet échange, un petit rappel, voilà, ça fait pas de mal de vous le dire, et puis ça va vous prendre quelques secondes à peine. Pensez à évaluer l'émission, et à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça peut être évidemment Apple Podcast, mais aussi Spotify. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, ça aide beaucoup, c'est hyper encourageant, et puis ça, forcément, je vais pas vous le cacher, ça permet au podcast d'être relancé après ce temps d'absence avec les algorithmes de ces différentes plateformes. Donc un petit commentaire, une note, ça va permettre de remettre un petit peu en avant le podcast, c'est toujours ça de gagner, et merci infiniment à vous si vous le faites. Allez, c'est parti, on s'installe, installez-vous confortablement pour écouter tranquillement ce podcast, vous allez apprendre plein de choses. Ça dure une bonne heure et c'est un excellent épisode de reprise. Bonne écoute. Bien, bonjour Mathieu. Bonjour Régis. Écoute, je suis très content de faire cette interview avec toi. La première raison, c'est vrai que c'est très égoïste, mais c'est parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait l'interview, puisque mon podcast il existe depuis des années, et puis maintenant depuis 2 ans on va dire, j'ai quasiment rien sorti et même pas d'interview, ce qui manque, alors ce qui moi me manque, mais ce qui aussi manque, je sais, à beaucoup d'auditeurs. On me fait des remarques très régulièrement sur Instagram, donc je suis très content de relancer, on va dire, la machine et que ce soit fait avec toi, c'est super cool. Merci d'avoir accepté ça, Mathieu. Donc on va discuter ensemble de ton parcours de photographe dans un premier temps, puis après on ira un peu plus sur le côté business de ton entreprise parce que tu es photographe pro, donc tu as plein de choses à nous partager. La première question qui est vraiment très simple, Mathieu, j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, je vais plutôt bien. Ça a été une semaine un petit peu compliquée, mais effectivement, dans la globalité, je vais plutôt bien et j'attends les fêtes de Noël. Oui, ok, ça marche. Un peu comme tout le monde, c'est vrai aussi, ouais. Un peu comme tout le monde. Écoute, voilà, les premières questions vont être très simples et de manière un peu progressive, mais allez, dis-nous en plus sur toi en tant que photographe. Comment tu es rentré dans ce monde-là, en fait, de la photographie? Comment t'as découvert ça? Est-ce que c'était un déclic ou quelque chose de très progressif? Effectivement, t'as bien fait de parler de déclic parce que comment c'est arrivé, c'était pas dans mon chemin de prédilection, on va dire. Donc j'ai commencé par faire des études d'informatique. Donc depuis sortie de 3e, j'ai fait tout un cursus qui m'a amené à vouloir travailler dans l'informatique, ce qui s'est fait justement après ma licence.
Je suis parti en informatique. J'ai travaillé donc chez Darty. J'étais technicien spécialisé en Apple, donc depuis une dizaine d'années. Et voilà, il y a à peu près 5 ans, je me suis posé la question, la vraie question de est-ce que tu as envie de continuer pendant encore quelques années ou est-ce que tu voudrais faire autre chose? Et effectivement, j'ai eu envie de faire autre chose. Je savais pas quoi, parce que j'avais pas réellement d'attrait, on va dire, spécialement pour la photo. J'aimais bien l'art, effectivement, l'art dans sa globalité, mais c'est vrai que j'étais pas spécialement attiré que par la photographie. Et je savais pas réellement quoi faire d'autre, mis à part le métier que j'avais appris. Et je me suis dit, vas-y, lance-toi dans la photo, on aura le temps de rebondir si derrière ça ne se passe pas bien. Et voilà, je me suis lancé dans la photo. J'ai ouvert le studio ça va faire un petit peu plus de 5 ans maintenant. Et j'en vis, donc c'était plutôt un bon chemin pris. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interviews, mais je discute aussi beaucoup dans le cadre de mon métier, de mon travail de coach business avec d'autres photographes évidemment. Et le parcours, on va dire un peu classique, c'est même presque un peu caricatural, mais c'est pas méchant du tout, hein. Mais moi d'ailleurs c'est un peu comme ça aussi. C'est que bon voilà, la photographie est entrée un peu progressivement, jeune. Mon papa ou ma maman faisait de la photographie, donc là, il y avait toujours un appareil photo dans le coin, tu vois. Et puis donc j'ai shooté un petit peu, et puis bon, les études ont fait que j'ai mis ça de côté, et puis, à un certain âge, 30, 40 ans, j'ai eu envie de m'y remettre, tu vois. Mais toi, non, pas du tout. T'as pas, finalement, d'après ce que tu as dit, ce que j'ai compris, t'as pas eu une passion très tôt et très forte pour la photographie dans quelque domaine que ce soit, finalement. Exactement, effectivement, j'ai fait un petit peu de photos, on va dire, en tant que jeune amateur, quand on partait en classe de neige, des choses comme ça. Mais bon, ça restait de la photo plaisir, de la photo de vacances, de très jeune âge. Mais effectivement, j'ai pas eu l'attrait d'avoir un appareil photo, d'aller prendre des photos. J'avais pas d'attrait spécialement pour la photographie. Ok, t'as dit que t'étais intéressé par l'art. Je trouve ça intéressant parce que les portes d'entrée dans la photographie sont toujours très différentes, elles sont très variées, très variables. Souvent, en tout cas, moi, par exemple, mon entrée a été faite plutôt sur le côté, on va dire un peu geek, un peu technique, tu vois. C'est vraiment, j'aime l'appareil photo, j'aime l'objet, donc je suis un peu rentré dans le monde de la photographie via cette porte-là. La porte de l'art est pas forcément la plus courante, on va dire, chez les photographes, en tout cas de ce que je sais. Toi, c'est ça. T'as fait alors pas des études d'art, mais t'étais dans un club par exemple, dans une association, pas du tout non plus, mais c'était vraiment absolument pas, ouais. Effectivement, ça a été vraiment. Je me suis dit tiens, je vais faire de la photo. J'ai commencé par faire un peu à me renseigner sur Internet, faire un petit peu de photos de paysages, donc de nature morte, parce que bon, il n'y avait pas besoin de résultat final, il n'y avait pas de client, on va dire au final. Et petit à petit, en fin de compte, l'humain me manquait. L'humain me manquait, donc je suis parti. Je me suis spécialisé en tant que portraitiste. Bon, bah écoute, alors c'est pas que je suis surpris, mais parce que finalement, j'ai presque tendance à me dire que tu aurais très bien pu ne pas accrocher à la photographie et donc tester, comme tu l'as dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, tiens, la photographie, pourquoi pas, mais tu aurais très bien pu ne pas accrocher à cette thématique-là et puis bifurquer sur autre chose, quoi, ça aurait été possible. Exactement, ça aurait été tout à fait possible. J'aurais également pu rentrer dans la photographie comme toi tu l'as fait, effectivement, par le côté technique, parce que en étant en informatique, j'étais très friand de la high-tech, donc mais je t'avoue que question technique au niveau on va dire appareil photo, matos quoi. Voilà, c'est au niveau matos, je t'avoue, ça m'intéresse absolument pas. Donc j'ai laissé ça de côté. C'est vrai que tu vas pouvoir me parler de matériel, je vais pouvoir t'écouter des heures parce que je n'y connais rien et je ne m'y renseigne pas. Moi, tant que mon appareil photo effectivement me donne le résultat que je souhaite, je le garde, je le conserve. Et je suis plus, voilà, maintenant, j'ai laissé la technique de côté, je suis vraiment plus dans l'émotionnel, dans le relationnel avec la personne. Ok. Écoute, c'est intéressant vraiment parce que je trouve que ça laisse vraiment des possibilités. Ceux qui nous écoutent se disent probablement, ce que fait maintenant, ce qu'a réussi à faire Mathieu, en partant littéralement de rien, quoi, de zéro, c'est vraiment ça, pas de culture photo, ton environnement familial qui t'a pas forcément poussé dans cette thématique-là, même pas du tout, et puis un démarrage assez tard finalement dans ce monde, laisse de la place à beaucoup de monde. Je trouve que c'est hyper inspirant, donc déjà bravo pour ça. Donc t'as pas de diplôme de photographe, t'as pas suivi d'études là-dessus, tu t'es formé évidemment, on en parlera aussi. Il faut pas que j'oublie la question tout à l'heure,
de comment toi tu ressens ça, ce côté, ben, je suis photographe, certes, je sais photographier, ok, mais j'ai peut-être pas le background, tu vois, la formation, les bagages, les formations initiales que pourrait avoir fait quelqu'un, ne serait-ce qu'un CAP photo ou un BTS photo ou d'autres écoles peut-être prestigieuses. Moi, j'ai pas ça. Comment toi tu le gères? Faudra pas que j'oublie de te poser cette question-là, puis d'aller un petit peu sur ce terrain. Tu te lances dans la photographie. C'est quoi tes premiers, tes premières actions pour apprendre? Comment tu fais? C'est quoi ton cheminement finalement là-dessus? Tout simplement, j'ai commencé à regarder sur Internet, donc tout ce qui va être les chaînes YouTube, donc vraiment propre, je veux dire, à la technique informatique, à la technique photographique, quoi. Donc les chaînes YouTube, j'ai commencé à regarder les tutos, le groupe Ampara, voilà, je me suis formé là-dedans et je te dis propre à la photographie, puisque comme tu en as parlé tout à l'heure, niveau entrepreneuriat, effectivement l'autre casquette. Ça a été un peu le même cheminement, quoi. Ça a été appris aussi sur le tas, on pourra en revenir plus tard. Un cursus d'étudier, on va dire, à travers l'ordinateur et de reproduire derrière le schéma avec l'appareil photo. Et puis plus tard, quand j'étais rentré dans la Fédération française des photographes, accès à des formations donc proposées par des cadres. Ouais, c'est ça. Des grosses pointures, quoi, finalement. Est-ce que tu as mis du temps à quand même... Tout à l'heure, tu as dit que l'humain te manquait, mais est-ce que tu as mis du temps à trouver ton... Alors, c'est pas ta patte ni ton style, mais ce que je veux dire, c'est ce que tu allais photographier, parce que les champs photographiques sont très très larges. Tu veux dire, on sait très bien, hein, ça va de la photographie de portrait, ok, photographie de rue, architecture, culinaire, du reportage photo. On a quoi encore, l'animalier, sauvage, domestique, l'astrophoto. Ça va dans tous les sens, quoi. Parce que toi, encore une fois, tu pars de quelque chose qui est presque vierge, enfin assez vierge dans ton cursus. Rapidement, tu te rends compte que t'aimes ça, ou au contraire, tu te sens qu'il y a vraiment tellement de possibilités que ça va être difficile quelque part de choisir. Comment ça se passe? Effectivement, il y a énormément de possibilités dans la photographie. Le titre photographe est extrêmement large. Forcément, au départ, comme tu dis, c'était assez vierge, donc je ne savais pas du tout quel attrait j'avais sur quelle branche allait me plaire. Donc forcément, j'ai fait un petit peu de tout. Donc j'étais dans le particulier au départ, ce qui est le plus pratique à attraper. Donc, comme je te dis, le paysage au tout début, parce qu'il n'y avait pas de résultat final à donner, donc ce qui m'a permis de faire la main, quoi. De t'entraîner. Voilà, exactement, de me faire la main dessus, avant de pouvoir effectivement de se rencontrer avec l'humain et certainement le jugement du coup derrière. Ensuite, donc voilà, je suis allé dans le particulier, qui était beaucoup plus pratique à attraper, plus facile à attraper que le professionnel, et commencer à faire un peu de la famille. J'ai un gros attrait pour la mode, donc ce qui est assez plaisant, c'est qu'effectivement il y a une grosse demande à ce niveau-là, que ce soit en modèle amateur ou autre. Donc pour se faire la main, c'était aussi assez pratique, donc particulier, et depuis 2 ans, je me détache réellement. Là, le studio, il fait 20% de particulier. Je suis vraiment dans une branche professionnelle en ce moment. J'accompagne tout ce qui est entreprise à créer du visuel. Tu as dit qu'il y avait des cadors que tu avais suivis dans le cadre de formations que tu as faites. Est-ce qu'il y a, alors ça peut être eux ou d'autres, peu importe, mais est-ce qu'il y a des photographes, des artistes, qui d'ailleurs peuvent ne pas être photographes, qui t'ont marqué, qui ont vraiment, après leur rencontre ou même des discussions, ont fait que tu as changé d'angle, tu vois, ton parcours a littéralement évolué ou changé grâce à un contact comme ça? Effectivement, je trouve que chaque formation est bénéfique, même si on n'a pas 100% à apprendre de chaque formation, on a toujours un petit pourcentage qui est intéressant. Si je devais citer effectivement une formation qui m'a réellement marqué, un personnage du moins qui m'a réellement marqué, c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est Nat Sakura. Oui. Voilà, ouais. Effectivement, j'ai réalisé une formation de 2 jours avec, et en ressortant, je me suis vraiment dit, donc elle fait quasiment aucune retouche sur ses photos, donc la prise de vue est égale au résultat final, et à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, je me demandais si c'était vraiment possible de prendre une photo sans passer par un post-traitement derrière, mais donc c'est faisable, et comme tu dis, c'est une claque qui est mise gentiment. Une claque dans le sens où tu te rends compte que déjà tu peux gagner du temps en termes de post-production, ça c'est une première chose, et une claque aussi dans le sens où quoi, parce que effectivement, moi depuis très très longtemps, pour moi, mais aussi pour les autres qui se posent des questions et que je peux aider,
je dis presque que je milite pour le passage en post-traitement, quoi. C'est-à-dire que la photographie, c'est une espèce de grande ligne du temps où tu réfléchis en amont à ta photographie, tu as le moment où tu appuies sur le déclencheur, et c'est pas fini, tu as le moment où tu vas post-traiter, limite le moment où tu vas peut-être imprimer, jusque là aussi tu peux avoir une main et un rôle sur ta photographie, et donc du coup là finalement ce stage avec Nat Sakura fait que tu te rends compte que il n'y a pas que ça qui fonctionne, il y a d'autres façons de faire, notamment elle, et elle le fait, d'ailleurs c'est intéressant, hein, elle le fait pour quelle raison d'après toi? C'était quoi tu n'es pas son porte-parole, mais que tu as quand même vécu ce qu'elle propose. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi sa motivation finalement de presque squeezer la partie post-traitement? Il y a peut-être effectivement un gain de temps qui est fait derrière, parce que c'est vrai que je dis squeezer, c'est vrai que c'est pas réellement squeezer, il y a quand même un mini morceau de post-traitement derrière, mais c'est vrai qu'on arrive, je veux dire, n'importe qui arrive à faire une belle, on va dire une belle photo en prise de vue et une énorme retouche derrière pour donner un résultat final. Là, effectivement, on peut essayer de mettre le curseur peut-être un peu différemment et prendre un peu plus de temps à faire des réglages de prise de vue et passer un petit peu moins de temps en post-traitement et du coup terminer dans une phase finale aussi, quoi. Donc le cursus que tu disais, la chaîne effectivement avec le post-traitement et l'impression derrière, elle peut toujours être là, mais je pense qu'il faut peut-être passer un petit peu plus de temps au niveau de son cadrage, au niveau de sa pensée justement de la photo finale, au moment de la prise de vue, de faire d'enlever le petit détail qui va être gênant plutôt que de réaliser la prise de vue en disant bon, de toute façon le post-traitement est très bien maintenant, je vais pouvoir enlever la poubelle qui est derrière mon modèle. Donc, voilà, je pense que c'est mieux de déplacer un peu son modèle, de plus voir la poubelle et effectivement de faire ta prise de vue et avoir moins de temps en post-traitement derrière. C'est super intéressant et on pourrait, je pense, passer beaucoup de temps à discuter de ça, d'autant plus que là, on est dans une époque où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Avec Firefly, il y en a d'autres, hein, d'Adobe, il y en a d'autres qui proposent aussi le même genre de prestations assistées, même c'est plus qu'assistées par l'intelligence artificielle. Et donc là, finalement, le travail du photographe va presque un petit peu à contre-courant de ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est une approche qui met plus l'humain, le photographe, au centre de la chose. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui utilisent beaucoup plus l'IA, ça ne veut pas dire que ce sont des moins bons photographes, ça veut juste dire que, comme tu dis, j'aime bien cette notion de curseur. Si on prend cette ligne-là, ceux qui m'écoutent qu'en audio ne verront pas ce que je fais avec mes mains, mais voilà une espèce de ligne, et effectivement, tu déplaces ton curseur en fonction de tes envies, mais aussi de tes convictions, peut-être. C'est intéressant, mais de toute façon, il n'y a rien qui est figé, quoi. Ce que tu peux faire un jour, ce sera peut-être différent le lendemain. Donc, à toi de tester ces différentes façons de faire. Par rapport à la formation, tu as dit que tu t'étais formé beaucoup sur YouTube, et on le fait tous, hein, voilà, sur plein de thématiques. Donc tu as suivi des stages aussi en vrai, en présentiel. Moi aussi qui ai vécu ça, les deux, hein, finalement, c'est vrai que les stages en présentiel apportent quand même beaucoup de choses, notamment des rencontres aussi avec d'autres photographes qui peuvent suivre ces mêmes stages. Tu en as suivi, dis-nous un peu plus de choses sur la FFPMI. FFPMI, c'est ça, voilà. Alors déjà, qu'est-ce qui fait que tu l'as rejoint? Alors c'est dans un cadre pro, j'imagine, hein, mais tu y recherchais quoi finalement en rejoignant cette fédération? J'ai recherché des collègues, quoi, la création d'amis, parce que un réseau. Parce que surtout comme on repart du début, voilà, comme tu disais, j'étais vraiment sur une page blanche, donc moi je n'ai pas de carnet d'adresse, je n'ai pas assisté à un photographe, je n'ai jamais tenu de studio. Donc le fait de se lancer et d'avoir toutes les casquettes d'un seul coup, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. J'ai quitté une entreprise qui était un peu une fourmilière et je me retrouve sous l'entrepreneur. Donc voilà, beaucoup de choses qui faisaient qu'on allait travailler seul et comment ça se passe, comment on peut avancer, et qui peut nous guider. Donc aller frapper chez le photographe d'à côté, bon, ce n'était pas mon intention, donc j'ai préféré rejoindre une fédération. J'ai découvert la fédération et j'ai préféré la rejoindre, ce qui m'a permis d'avoir plein de collègues en une seule fois et on a pu échanger on a tous les mêmes problématiques, hein, on a tous rencontré les mêmes problématiques. La personne qui a 40 ans de boîte au démarrage a rencontré également les mêmes problématiques, donc de pouvoir échanger ensemble sur les problèmes, sur les choses qui se font, sur le développement des nouvelles lois, etc. Donc ça m'a permis de me raccrocher à
à quelque chose et à rencontrer des personnes qui sont dans le même domaine que moi. Ouais. Donc du réseautage, c'est hyper important, hein. C'est pareil dans le cadre de ma formation, il y a ça Exactement. aussi qui se passe, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental. Ne jamais être tout seul dans l'entrepreneuriat, parce que on peut commencer tout seul effectivement, mais très très vite on va droit dans le mur si on ne se fait pas accompagner, aider, challenger. C'est quelque chose qui est fondamental. Encore quelques petites questions sur ton toujours parcours de photographe. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une photo peut-être que tu as faite toi qui t'aurait marqué dans le sens où tu t'es dit ok, je suis sur le bon chemin, quoi, ou maintenant avec le recul, cette photographie-là, tu sais qu'elle a joué un rôle dans ton parcours. Est-ce que tu en as une comme ça? C'est peut-être pas d'une photo que je pourrais te parler, mais t'expliquer un petit peu comment ça se passe dans mon studio. En fin de compte, moi, je réalise des prises de vue. Les gens viennent réaliser leur séance photo. Je prends par exemple une séance famille. Les gens viennent réaliser leur séance famille au studio. Ils repartent chez eux. Pendant ce temps-là, moi, je retouche les photos et je les fais revenir à une séance de visionnage, donc une séance de projection, comme on veut l'appeler. Donc les gens s'assoient comme au cinéma et je projette les photos que j'ai réalisées en diaporama, donc sur grand écran, qui leur permet donc de visualiser leurs photos qui passent avec une musique choisie. Et à l'issue de ça, voilà, ils vont choisir leurs photos. Et justement, le moment que tu parles, le moment qui m'a fait me dire effectivement tu es bien à ta place et continue comme ça, je dirais c'est l'émotion que les photos, la globalité des photos peuvent donner aux gens. Donc les gens qui sont assis en train de regarder leurs photos passer et qui sont en train de pleurer, de verser une larme. Voilà, je veux dire, c'est plutôt ce moment-là qui m'a dit tu as une émotion dans ton travail et c'est quelque chose d'utile. En t'écoutant dire ça, en faisant appel au cinéma où tu places les gens dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent effectivement recevoir pleine poire tes photographies, à tous ces métiers finalement créatifs, artistiques, je pense à la musique bien sûr, mais je pense au théâtre aussi. Il y a un côté, alors cinéma, effectivement, c'est pas un spectacle vivant. La photographie, il y a peut-être cette chance-là, dans le cadre d'une projection où les gens reviennent dans ton studio, cette chance-là finalement de mêler un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a le côté cinéma, image, projection qui va faire peut-être plus s'immerger les gens, et puis aussi le côté vivant parce que tu es en même temps avec les gens à côté de toi, tu vois leur réaction, tu vois ce qui se passe, tu prends l'énergie, ils prennent aussi l'énergie, c'est quelque chose qui va être très très fort quoi. Et donc voir des gens pleurer, ça va être quand même très très fort sur tes photographies, sur ton travail, ils nous en plus un peu plus, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est, alors on cherche pas à faire pleurer les gens, mais quand même quoi, ça veut dire que l'émotion elle est très très forte, je veux dire une larme de bonheur c'est d'une découverte, tiens dis-nous, alors qu'ils sont un peu longues pardon, mais qu'est-ce qui fait que les gens verse une larme en fait, c'est quoi? C'est du bonheur, c'est de la surprise, ce serait quoi encore le fait de se découvrir autrement que ce qu'ils se voient tous les jours? C'est quoi finalement qu'est-ce qui monte en eux? Tu saurais nous dire? Je pense que c'est vrai que c'est une question que j'ai jamais posée à mes clients, mais je pense que c'est un tout. Je pense que tu vois, je fais de la photo, mais la photographie est un résultat d'un moment passé. Donc je donne autant d'importance au moment de prise de vue, au moment où on va échanger avec les clients, le moment de bonheur qui passe à réaliser des photos. Et je veux que cette photo finale, cette photo qu'ils sont en train de regarder, donc leur rappelle le moment de bonheur. Donc effectivement, je pense qu'il peut y avoir des larmes qui sont lâchées parce que pendant ce moment de bonheur, ils se rappellent de la séance qu'ils ont passée et la joie peut-être qu'ils ont eue, ou le petit dernier qui vient juste de marcher pendant cette séance-là ou autre. Et également, je pense aussi qu'une photo peut vraiment toucher parce que une photo va peut-être remémorer quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi, une vision fausse que l'on avait de soi. Par exemple, on n'estime pas son corps et en regardant la photo, on se voit autrement parce que cette photo-là, elle n'a pas été prise de son téléphone portable, elle a été prise par un professionnel et voilà, je pense que ça doit remuer à l'intérieur et créer de l'émotion dedans. Après, te dire exactement pourquoi il pleure, je ne sais pas, mais je t'avoue que ça me fait plaisir de voir qu'une photo a pu rendre, une de mes photos du moins, a pu rendre de l'émotion à ces personnes. Ouais, c'est sûr. Bon, non, mais j'en ai des frissons de penser à ça, quoi. Je trouve ça vraiment très fort. On bascule un peu, de manière une transition toute douce, sur justement ton activité professionnelle. On va aller un petit peu même complètement sur ce terrain-là. Tu l'as dit, en tout début d'interview, la bascule qui t'a fait vouloir aller sur un métier autre que ce que tu faisais à l'époque, et c'était pas
d'emblée, tu t'es pas dit pendant des années, je veux devenir photographe parce que c'est un espèce de projet enfoui que j'ai jamais pu réaliser. Non, ça on l'a bien compris. Mais redis-nous un petit peu quand même, c'était quoi l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs qui ont fait qu'à un moment donné dans ton métier donc de technicien, on va dire ça comme ça, chez Darty, c'était ça je crois, informatique, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que, ok, là il y a un truc qui fait que je veux plus faire ça et je veux faire autre chose? En fin de compte, quand je me suis lancé dans l'informatique, donc c'était dans les années 2000, années 2000, donc pendant le bug de l'an 2000, il y avait un gros attrait sur l'informatique. Il y a eu une évolution assez fulgurante du matériel et des capacités que les machines pouvaient avoir. On est toujours en constante évolution, mais c'est devenu assez restreint. Je veux dire, on va augmenter de la capacité, mais un disque dur reste pareil. Donc, je retrouvais plus en fait l'attrait que j'avais pu voir il y a quelques années sur l'évolution du matériel qu'il y avait pu y avoir. Et en fin de compte, là, c'était juste un résultat final d'études qui me faisait rester dans le métier en me disant tu as fait des études d'informatique, c'est normal que tu restes en informatique. Je ne me voyais pas faire autre chose, je n'avais pas d'autres études, d'autres bagages, d'autres choses. Je ne me voyais pas partir dans autre chose. Jusqu'au dernier moment où ça a commencé à me traverser l'esprit en me disant mais si tu avais l'occasion, si tu pouvais faire autre chose, qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est la problématique dans ce métier-là? Le souci de ne pas rencontrer quelqu'un, parce que aussi j'étais technicien, donc je ne voyais que les machines, j'étais pas en magasin, donc pas de discours avec des clients, j'étais vraiment face à la machine. Et le côté humain me manquait, le côté de travailler avec ses valeurs également aussi, d'où le fait de devenir entrepreneur. Je ressentais de plus en plus le besoin, je n'avais pas de boule au ventre en allant travailler, mais effectivement, je ressentais réellement le besoin de pouvoir travailler avec mes valeurs à moi, de pouvoir choisir mes clients, de pouvoir fournir un résultat que moi, je souhaitais. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais la photographie est arrivée là et je fais toujours les choses à 100%. Et donc, je me suis vraiment lancé dans la photographie en me disant, vas-y pendant un an, si ça ne marche pas, tu rebondiras sur autre chose derrière. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Darty, en l'occurrence, là? Là, on était quasiment à 10 ans. J'ai envie de dire, peu importe les situations familiales, mais aussi sociales dans lesquelles on est, quand on se décide de lâcher un boulot pour aller sur un autre, donc une vraie reconversion professionnelle, il y a toujours ces questionnements qui sont de dire, ok, bon, si ça ne marche pas, tu l'as dit, je rebondis, mais n'empêche que pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans, il y a toujours cette question des revenus, de l'argent, quoi. C'est vraiment le gros point au départ qui fait réfléchir, qui fait peut-être ne pas passer à l'action parce qu'on a crainte, on a la peur de plus payer ses factures, on a un loyer, on a des crédits, donc des factures. Toi, comment tu as géré ça? Comment tu passes au-delà de ces potentielles difficultés finalement? Comment tu fais? Alors moi j'ai mis à peu près entre la réflexion de vouloir faire autre chose et le moment de partir, il y a peut-être eu 1 an et demi qui s'est écoulé entre deux. J'étais sûr que la finalité elle allait être de partir, donc effectivement j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté justement pour contrer ce manque de revenus qu'il allait certainement avoir. Manque de peau, j'ai lancé l'entreprise en plein début de Covid, donc ça n'a pas été... Donc là tu avais démissionné, enfin tu étais parti de Darty là? Voilà, je suis parti, j'ai lancé tout de suite l'entreprise derrière, le Covid est arrivé quasiment 6 mois après. Je me suis dit, bon, on va prendre les choses avec positivité, donc le temps de rester chez soi m'a permis on va dire de lancer réellement le studio, de lancer le côté tarification, de réfléchir du moins à tout ce qui est tarification, de création de site web, de tout ce qui est communication, comment toucher le premier client. Voilà, la première année était plutôt sympa. Bon, fallait pas que ça s'éternise non plus parce que bon, au bout d'1 an, le tour est rapidement fait, le site internet est rapidement fini. Donc il fallait vraiment rentrer dans le dur parce qu'effectivement à ce moment-là, fallait commencer à gagner sa vie aussi. Ce que tu appelles dans le dur, c'est en gros, c'est trouver des clients et avoir des contrats et bosser quoi. Voilà. Tout à fait, effectivement, rentrer dans le dur. Voilà, c'était vraiment la partie, on va dire. Moi, je pense que tu vas vouloir revenir à ça tout à l'heure, le petit côté syndrome de l'imposteur, effectivement, que l'on peut avoir. Mais voilà, le lancement d'activité peut prendre des années et des années si on ne se lance pas, parce qu'on veut peut-être quelque chose de parfait et ça se fait sur le temps. Donc,
Donc effectivement, à un moment, faut quand même se lancer, même si tout n'est pas parfait, pour commencer au moins à avoir du client, à avoir de l'argent qui rentre et pouvoir évoluer derrière. Alors, ce qui t'a fait te lancer très concrètement, donc tu as créé la boîte, tu as réfléchi à bon, voilà, tarification, tes offres, ton site, ta com, peut-être ton slogan, enfin des choses comme ça, ton logo aussi, enfin toutes ces choses-là. Pendant ce temps de Covid, tu as eu le temps finalement de faire tout ça, de manière un peu contrainte. Mais ce qui t'a vraiment obligé à passer vraiment à l'action, c'est le fait que, en fait, t'as plus de métier, t'as plus de salaire. Donc, au bout d'un moment, faut y aller. Avec le recul comme ça, il y a, en gros, je vais essayer de pas trop parler longtemps, mais il y a deux façons finalement. Il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de tuilage, c'est-à-dire que tu continues à travailler dans ton métier, voilà, et tu acceptes que pendant un certain temps, 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, tu fasses plus de boulot dans ton side project, voilà, le soir, le matin, les week-ends, tu te consacres vraiment du temps à ça, de manière à voilà, te préparer et puis créer ta boîte. Tu te mets peut-être à 3/4 temps, à mi-temps avec ton métier, et puis au fur et à mesure, tu décroches tranquillement, de manière à faire une espèce de tuilage comme ça qui va se faire, on va dire, en théorie, plutôt tranquillement, normalement. Et l'autre façon de faire, c'est un peu ce que tu as fait toi, c'est aussi un peu ce que j'ai fait moi, c'est de lâcher le truc et d'être un petit peu devant le fait accompli et de se dire de toute façon, si je bosse pas, si je sais pas ce qu'il faut, si je sors pas de ma zone de confort, il n'y a pas d'argent qui rentre. Voilà, effectivement, moi je suis parti du même principe que toi, c'est que fallait vraiment que je me lance à 100%. Je ne me voyais pas faire du 50-50. Je pense que pour pouvoir lancer pleinement un studio, parce que bon, la photographie, on va pas se le cacher, effectivement, c'est quand même très dur de pouvoir percer dedans. Il y a énormément de photographes. Donc je pense que pour vraiment lancer son business, il faut être à 100% dedans. Faut pas devoir réfléchir à autre chose à côté. Le métier de photographe, le métier d'informatique pouvait me prendre énormément de temps et j'aurais pas pu avoir une moitié de cerveau sur mes projets informatiques et sur le lancement de l'entreprise. Je te rejoins assez là-dessus. Oh, c'est aussi valable pour plein d'autres métiers, plein d'autres activités. Hein. Plus tu peux y passer de temps, plus tu peux y consacrer d'énergie, d'argent et de temps, plus vite tu auras des résultats, ça c'est sûr et certain. Et c'est vrai que quand tu n'as pas le choix, on se met un peu en mode, en tout cas moi c'est comme ça, je l'analyse maintenant avec le recul me concernant, on se met un petit peu en mode survie, c'est-à-dire que je sais que j'ai fait des choses en tant que photographe parce que j'avais pas le choix quoi. C'est ça en fait. Et quand on n'a pas le choix de faire les trucs parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on se met à démarcher alors qu'il y a des démarchages que moi j'aurais pas fait si j'avais pas eu le choix. On se met un peu plus pas agressif mais un peu plus direct dans ses emails par exemple. On se met à plutôt que de le faire une fois tous les 6 mois, on se fait bien plus régulièrement à proposer ses offres à la vente. C'est des choses qu'on va faire parce qu'on est obligé de le faire de toute façon, sinon on va avoir dans le mur. Et donc ça peut être salvateur de réagir comme ça, mais c'est très variable en fait, je pense. Il faut aussi se connaître, c'est une question de caractère aussi, de situation personnelle. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue, tout en sachant que plus on y passe du temps, mieux c'est, et que cette façon de faire là peut aussi avoir des résultats. On y revient sur ce syndrome de l'imposteur. T'as pas de formation initiale, tu pars d'une page blanche. Comment tu gères ça quand tu dis que je vais commencer à vendre mes offres et que je vais donc vendre ça à des clients et qu'ils vont me payer pour ça et que voilà, comment tu gères cette situation ? Je pense que c'est la barrière la plus difficile qu'il y a quand tu te lances et que tu n'as pas c'est bête, hein, mais que tu n'as pas les diplômes qui t'assurent derrière, alors que ça veut rien dire, mais je pense que c'est la barrière la plus difficile à lever. Bien sûr, je l'ai rencontré. Certainement, je pense que je dois le rencontrer encore de temps en temps, mais beaucoup moins. Rien qu'à la grille tarifaire. Voilà, la photographie est assez vaste. Il y a des tarifs d'un peu partout. Donc, comment créer une grille tarifaire? Comment pouvoir se vendre? Est-ce que je peux me vendre? Ouais, vraiment le syndrome de l'imposteur est vraiment là au départ. Est-ce que mes photos, oui, c'était souvent le cas. Est-ce que le travail que je fournis vaut vraiment l'argent que j'en demande? Est-ce que c'est légitime de le faire? Et petit à petit, tu regardes tes photos, les clients sont contents, les gens te remercient. Donc petit à petit, tu arrives à effacer un petit peu ce côté imposteur et te dire que oui, c'est pas parce que tu n'as pas le diplôme, tu as certainement travaillé autant, tu as un œil et voilà, et tu te lances dedans, oublie le côté imposteur et
et tu vas voir que tout ira beaucoup mieux, quoi. Est-ce que tu penses que tu as perdu des clients, des contrats parce que tu n'avais pas de diplôme? Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit à cause des diplômes effectivement que j'ai perdu des clients. Si j'en ai perdu, ce serait plutôt justement à cause de la barrière, par exemple, en se disant bon bah ce client-là, il va me demander telle chose. Bon, je suis pas sûr que je suis apte à pouvoir lui donner ça parce que bon, j'ai pas travaillé là-dessus. Et voilà, je préfère refuser sa demande ou lui proposer quelqu'un d'autre. Et ce qui est vachement rassurant, c'est que, et on le sait très bien, en te posant la question, je savais que tu dirais ça, parce que ce n'est pas le diplôme qui fait que les gens vont... Alors si tu l'as, tu le mets en avant, ça rassure toujours évidemment. Si tu l'as pas, les gens s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils voient, c'est ton portfolio, c'est ta tête, c'est ton histoire que tu vas mettre en avant aussi. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle régulièrement le storytelling, c'est ta légende, quoi, ce que tu racontes, ce que tu diffuses, c'est ça qui compte réellement. Alors si tu as un diplôme, c'est très bien, il faut le mettre en avant, il faut en parler, c'est super. Si tu n'en as pas, il n'y a absolument aucun problème. Moi juste, c'est vrai que j'ai aussi eu ça, je crois que tout le monde vit ça de toute façon, mais quand j'ai lancé mes sessions de stage en photographie animalière, mais en fait j'avais pas de diplôme photo, j'en avais toujours pas d'ailleurs, et j'avais pas de quelconque diplôme ou de formation en naturalisme, si tu vois, pas de BTS, gestion des espaces ou des choses comme ça, j'avais rien du tout. Et pourtant, j'ai lancé mes formations là-dessus. Les gens, en fait, littéralement, ils s'en fichent complètement. Eux, ils voient qu'ils ont un souci, une difficulté, une contrainte, une frustration, un besoin, ils se rendent compte qu'ils te découvrent, ils voient que toi, tu peux leur apporter ça, justement. Après, ils vont pas fouiller, ah bah non, lui, il a pas le diplôme machin, j'y vais pas, quoi, voilà. Donc non, ça n'existe pas. Donc c'est rassurant de le savoir. Est-ce que tu as mis en place des choses un peu concrètes pour lutter contre ça? Je veux dire, est-ce que tu t'as fait genre un peu de méthode Coué, tu vois, de te dire je suis capable de... Est-ce que tu t'es fait coacher peut-être dans le cadre de la fédération dans lequel tu es? Est-ce qu'il y a des sessions pour apprendre à prendre confiance, tu vois? Ou même au-delà de ça, je sais pas, de la méditation, est-ce que tu as fait des choses un peu comme ça? J'ai pas fait de coaching, mais effectivement, oui, je sais que ça existe. J'ai pas fait de coaching, mais oui, de l'auto-persuasion. Donc, effectivement, en me disant, voilà, c'est bien ce que tu fais. Je me suis calqué vraiment. J'ai réellement de beaux échanges avec mes clients. Je travaille en totale transparence, donc c'est vrai que je n'ai pas peur de demander réellement comment ils trouvent le résultat de leurs photos, comment ils ont trouvé leur séance photo, le moment qu'ils ont passé. Et je pense que c'est plus en me nourrissant du retour de ces clients que le syndrome s'est effacé. Parce que, comme on disait, effectivement, c'est pas propre à un bout de papier, à un diplôme. C'est surtout quand tu travailles avec ton client et que ton client est réellement satisfait en te disant bon, c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Vous avez vraiment retransmis l'émotion que j'aurais souhaité transmettre. Vous avez pris les moments que j'avais en tête mais que je vous avais pas dit. Et voilà, et c'est le fait de petit à petit du retour de différents clients qui fait que ce syndrome d'imposteur s'efface au fur et à mesure en disant bah voilà, c'est eux, c'est vraiment eux qui entre guillemets qui jugent et qui sont les meilleurs juges parce que c'est pour eux ce résultat. Je sais que ceux qui nous écoutent pour aussi se poser cette question, c'est très bien, tu te nourris maintenant du retour de tes clients et c'est une très très bonne chose. Malgré tout, il y a ce fameux premier client. Comment t'es allé le chercher? Comment tu l'as trouvé? Comment t'as fait? Ce premier-là, tu vois, le déclencheur de ça, ce qui va déclencher le cercle vertueux de l'affaire. Même que c'était un client professionnel, du coup, ce premier client. J'ai été mis, c'était un peu bizarre, j'ai été mis en relation, donc c'était sur une plateforme au tout début pour essayer de trouver des clients. Je me suis pas mal inscrit dans des annuaires qui reliaient donc photographie client, photographie entreprise. Et c'est une entreprise, donc c'est une entreprise, oui, tout à fait, c'était une entreprise d'architecture pour lequel j'ai travaillé. On était vraiment pas cher payé à travers cette mise en relation. On débutait tous les deux, donc c'est vrai qu'on était cette personne n'avait pas le syndrome de l'imposteur parce que ses études ont fait qu'elle était architecte, mais voilà, on débutait vraiment tous les deux, on a été mis en relation, donc je lui faisais les photos de son projet. On a échangé librement, voilà, sur le montant, en se disant que voilà, c'était pas vraiment cher payé, on espérait un peu plus les années d'après ou les ans d'après. Et donc je lui ai remis les quelques photos et à ce moment-là, elle m'a dit honnêtement, tes photos sont vraiment très belles, je vais t'en acheter plus que ce que il y avait dans le package qui devait être livré, quoi. Et voilà, ça c'est vraiment ce premier
premier client. Donc là, tu vois, c'est vraiment les débuts du studio. Et à l'heure d'aujourd'hui, je travaille toujours avec cette personne-là. Il me fait travailler régulièrement. Donc en plus, c'est une belle histoire, quoi, finalement. Exactement, qui a été mis. Bon, c'est pas très bien passé avec l'annuaire de référencement, là, mais effectivement, c'était le seul et le premier client qui m'ont fourni. Et c'est une très belle histoire, effectivement. Maintenant, là, alors, t'as photographié donc des portraits particuliers. Maintenant, tu es plus sur, même bien plus sur les conseils en images assez globales de ce que j'ai compris auprès des entreprises, donc des professionnels, de les photographies. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, dans ton parcours, là, pour le coup, pro, que tu as envie d'aller plus sur ce côté commercial, quoi, cette niche-là, finalement. Qu'est-ce qui fait que tu bifurques un petit peu? Je pense que j'ai un attrait pour les métiers et je me suis rendu compte que le particulier, quand il arrivait faire sa séance photo, que ce soit famille, grossesse, etc., au lieu de parler durant la séance du petit dernier, la première chose, c'est qu'on échangeait sur les métiers. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier et on travaillait vraiment sur les métiers. Et petit à petit, voilà, je suis parti vraiment dans le côté entreprise. Donc, tu bosses maintenant avec des entreprises. Il y a une vraie différence d'attitude, toi, en tant que photographe, d'être avec des pros en face que d'être avec des particuliers? Je dirais pas qu'il y a pas une différence avec la personne. J'ai plus d'attrait, on va dire, à aller travailler pour l'entrepreneur, que ce soit lui réaliser des portraits professionnels, que ce soit de la mise en valeur de son savoir-faire ou de son savoir-être. C'est plus un attrait de mon côté. J'ai plus de plaisir à prendre, on va dire, tous les jours à prendre ce style de photo que de faire de la photo de famille. Après, je dis pas que je n'aime pas faire de la photo de famille, parce que c'est un global. Je pense que je m'ennuierais si je faisais que de l'entreprise. C'est pour ça que je garde 20% quand même de particulier, parce que je te disais que c'était pas différent, mais si quand même le contact est un petit peu plus est quand même différent. C'est vrai qu'il y a quand même le côté rigueur avec l'entreprise que je pense que j'aime bien. Le côté rigueur, le côté un peu stress que j'aime bien avec l'entreprise, peut-être le côté un petit peu plus détente que je peux retrouver avec les particuliers. Mais c'est bien, je trouve que c'est très honnête de ta part de dire que tu as besoin d'un équilibre, que tu préfères quand même ça, mais que si tu faisais que ça ce serait pas forcément très, très bon pour toi, pour ton plaisir, pour ta motivation, et que tu as besoin de disséminer d'autres types de photographies, donc d'autres types de clients. Comment tu gères justement avec on va dire cette dualité-là de type de clients? Comment tu gères ça dans ta communication? Parce que, tu vois, tes clients, tu vas pas parler de la même façon à tes clients pro qu'à tes clients particuliers. Tu vas pas non plus communiquer peut-être aux mêmes endroits. Comment ça se fait? Tu gères ça de manière assez naturelle? Ou justement, tu respectes une espèce de 80-20%? Ou c'est un peu, on va dire, à l'arrache, et puis tu fais quoi, voilà. Oui, effectivement, c'est une bonne question, parce que ça a été un parti pris au départ de comment communiquer, parce que je voulais pas non plus, même si je passais sur l'entreprise, je ne voulais pas arrêter le côté particulier, donc il fallait quand même en parler. Je ne savais pas réellement comment faire, rien qu'au niveau site internet. Je me posais la question de créer deux sites internet, un distinct, comment mettre tout ça en place. Et comme tu dis, donc 80% sur 20%, donc j'ai pris le parti pris de communiquer réellement pour l'entreprise. Je communique sur l'entreprise. J'ai toujours un onglet particulier sur mon site, mais je veux dire, l'argent au niveau de la communication va être mis sur l'entreprise et que je souhaite réellement perdurer et développer. Et je garde le côté particulier. Ça m'empêche pas de faire, par exemple, des marchés de Noël qui est attitré aux particuliers, de faire peut-être des salons qui est attitré aux particuliers. Et à ce moment-là, voilà, j'ai mis moins d'argent dans la communication auprès des particuliers, mais ça leur parle autant de voir, je sais pas, des photos culinaires, des belles photos culinaires. Ça parle autant aux particuliers qui viendra vers moi en me disant mais vous avez de belles photos culinaires, est-ce que vous faites aussi de la photo de famille? C'est ça, oui, bien sûr, complètement. C'est-à-dire que les deux vont un peu se nourrir l'un de l'autre, quoi, finalement. L'inverse, je pense qu'il est un peu plus compliqué. Ouais. Je pense que tu vas dans un salon et tu mets des photos de famille ou des photos de grossesse alors que tu es dans un salon professionnel. Je pense que le professionnel ne viendrait pas vers toi en disant est-ce que vous faites des photos culinaires, quoi. Mais l'inverse, oui, je pense que l'inverse fonctionne très bien. Le particulier reconnaît la belle photo et il a beau voir du culinaire ou une photo immobilière ou une photo de mise en scène de métier, sera capable de venir à toi en disant les photos sont plutôt bien. Est-ce que vous faites également les photos de famille? Je cherche un portrait de famille.
tu es sur t'as un compte Instagram, tu as aussi un site internet. Par contre, tu opères dans ta région de Rouen. Principalement, ta communication se fait locale. Tu vas faire quoi? De la pub sur des magazines locaux? Tu fais, je sais pas, de la pub radio par exemple? Autre chose, peut-être des salons, tu vois, réseauter aussi. Pour les pros, c'est un peu ça. Pour l'Instagram et les particuliers, justement, c'est un peu là-dessus que tu vas aller. Comment tu communiques justement concrètement? Un ou deux conseils que tu pourrais donner comme ça, notamment en particulier au niveau des professionnels. Ce que je pourrais préconiser, c'est de réellement développer son site internet. Je pense que c'est l'élément moteur de toute communication. Travailler donc son site internet, son référencement à travers le site internet. Pratiquement, je peux dire que 90% de mes clients, que ce soit particuliers ou entreprises, arrivent à travers le site. Donc, petite entreprise ou grosse entreprise également. C'est-à-dire que pardon, je te coupe, mais en gros, ils tapent dans Google photographe d'entreprise Rouen et ils vont tomber sur toi, quoi. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Si tu apparais réellement dans le haut des premières pages Google, c'est une entreprise. Comparé au particulier qui va prendre son temps pour choisir, l'entreprise ne prend pas réellement son temps. L'entreprise va regarder la première page, les premiers liens qu'il y a sur la page, regarder le visuel et faire un choix rapidement. Donc, si tu apparais déjà sur la deuxième page, ce sera déjà assez compliqué de toucher une entreprise. Donc, moi, je dirais effectivement de bien travailler son référencement, bien développer son site internet. C'est le retour que j'ai. Je te disais, j'ai autant de transparence avec mes clients particuliers dans l'entreprise, dans la séance visionnage ou dans le cursus prise de vue, qu'avec les entreprises sur comment ils m'ont trouvé à travers le site internet. La première chose qui revient effectivement, c'est que tu es visible rapidement sur internet, tu as une réactivité de réponse qui est courte et ton site est professionnel. Voilà, c'est surtout c'est les 3 items que l'entreprise va rechercher avant de pouvoir te contacter. Mis à part site internet, oui, je suis également sur un peu tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram en particulier et LinkedIn. Bon, Facebook, Instagram, je n'ai pas réellement de retour client qui vient à ce niveau-là, malgré qu'il se doit effectivement d'avoir un visuel dessus. Je pense qu'il faut quand même se donner la peine de réaliser un visuel parce que le particulier ne va pas forcément venir me chercher à travers Instagram. Mais si je discute avec une personne dans la rue, la première chose qu'elle va faire, c'est me voir à quoi je corresponds sur Instagram. Même s'il va de base, il cherchera pas un photographe sur Instagram. La première chose, c'est le premier réseau qu'il va aller voir, ce sera Instagram. Donc, avoir au moins une présence sur Instagram. Le LinkedIn est un très bon outil pour l'entreprise qui n'est pas assez mis en valeur, mais effectivement, c'est un très bon outil que je commence à développer, que je ne suis pas réellement beaucoup dessus, mais que je commence à développer. Et voilà. Après, comme tu disais, effectivement, pas forcément les salons, mais il y a énormément de club business, il y a énormément de petits déjeuners de partage. Je pense que voilà, faut se faire voir. On est tout seul dans l'entreprise, on n'a pas de commerciaux. Voilà, si on reste dans le studio et qu'on ne bouge pas, c'est pas le client qui viendra à la porte. C'est une excellente, je trouve, une phrase de conclusion qui est parfaite, quoi. Mais c'est sûr. Mais que ce soit dans le numérique, comme tu l'as dit très justement avec le site internet où il faut être référencé, il faut faire le travail, mais aussi que ce soit dans la vraie vie, avec des réunions, des petits déjeuners, effectivement, des rencontres, du réseautage, les CCI qui proposent ça en général. Donc c'est excellent. Petite dernière question pour faire le lien avec la première question. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, là, avec ton métier de photographe? Tout à fait. Il y a eu des hauts et des bas, il y en aura certainement encore, mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, c'est en pleine croissance et franchement, je suis très content d'avoir fait le saut il y a 5 ans. C'est génial. Bravo Mathieu pour ça, pour tout ce que tu as mis en place, évidemment. Je le pense sincèrement. Et merci aussi beaucoup pour ta transparence et d'avoir répondu à toutes ces questions. On te retrouve sur ton site, matpix.fr, pix.fr, et sur ton Instagram aussi, qui est matpixstudio. Voilà. Merci infiniment Mathieu pour ton temps et à très bientôt. Merci Régis, à bientôt.
Et voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère vraiment que vous avez apprécié notre conversation avec Mathieu. Si son parcours et ses astuces vous inspirent, eh bien n'oubliez pas que vous aussi, et je le pense vraiment sincèrement, parce que j'en suis convaincu, parce que je l'ai vécu, parce que Mathieu l'a vécu et plein d'autres l'ont vécu, vous pouvez à votre tour transformer votre passion en métier et avancer dans votre propre aventure photographique. Alors avant de vous quitter, j'ai à nouveau une petite faveur à vous demander, pensez à noter l'émission, à l'évaluer, à donner une bonne note, un bon commentaire, à vous abonner également sur les différentes plateformes, soit sur Spotify, Apple Podcast ou encore une fois ailleurs. Ces petites actions sont vraiment minimes de votre côté, mais en même temps sont très importantes pour moi, pour continuer à vous fournir du bon contenu, et puis aussi à faire redémarrer la machine, puisque je vous l'ai dit, voilà, vous le savez, pendant plus de 2 ans, il n'y a pas eu de nouvel épisode, ce qui fait que voilà, j'ai pas été mis en avant, ce qui est tout à fait logique et normal. Maintenant qu'on reprend tout ça ensemble, allez, donnez-moi ce petit coup de pouce aussi, ça me fait plaisir, et ça fait plaisir à l'algorithme. Et puis si vous avez des questions, bien des idées, des thèmes d'interview, pourquoi pas même des idées de photographes à interviewer, eh bien vous pouvez aussi laisser ça dans les commentaires. Sur Spotify on peut le faire, pas sur Apple Podcast malheureusement, mais Spotify, allez-y, donnez-moi des idées de photographes que vous aimeriez bien que j'interviewe. Voilà, merci d'avoir été là, merci pour votre écoute, votre fidélité. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez jamais, la reconversion, c'est une aventure à votre portée. À très vite.